bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Ohana. Pour m'accompagner dans cet exercice un peu périlleux, eh bien Olivier De Scuter, le fondateur de la marque, et notre invité de la semaine, à savoir Francky Batelier. Salut Francky. Salut, c'est déjà la fin de semaine. T'as vu, ça a été vite, hein. Clairement. On a beaucoup parlé de toi, du triathlon sur route, du triathlon Xterra. On a parlé aussi de ta carrière de triathlète sur route et sur Xterra. Comment est-ce que tu as pu financer un petit peu tout ça? Je voudrais qu'on revienne maintenant sur ta reconversion après le Xterra, après le triathlon. Qu'est-ce que tu as fait? Venant du milieu du sport, je suis resté dans le sport. J'ai voulu quitter l'armée. J'aurais pu rester. On me proposait un peu à la dernière minute un poste de capitaine pour être responsable des équipes de France militaires de triathlon, mais on me l'a proposé vraiment tard. J'avais pris déjà ma décision. Je suis revenu sur Rouen. J'ai rejoint la maison médicale du sport, une entité qui a été créée par le docteur Philippe Auguste, qui a été médecin des équipes de France de triathlon pendant des années, qui a fondé la FF3 après le CONADE, donc avant nous encore, Hermano. Ouais. Moi, j'ai toujours connu la FF3. Hein. Voilà. Donc le CONADE, et donc j'avais envie de développer un peu une activité en tant qu'entrepreneur, mais multicarte. C'est-à-dire que je savais pas ce qui allait me plaire, je savais pas ce qui allait le mieux fonctionner. Donc j'ai fait du coaching, j'ai fait des plans d'entraînement, j'ai accompagné des gens vers de la réathlétisation avec de la marche nordique que j'ai beaucoup aimé. J'ai accompagné des collaborateurs chez Ferrero, à la Matmut notamment. On a les sièges sociaux ici dans le coin. J'ai développé une activité déjà en amont d'ergonomie cycliste, quelque chose d'un peu plus élaboré quand même qu'une étude posturale. J'ai un vrai feeling avec cette activité. J'adore rendre quelqu'un bien placé sur son vélo. Voilà. Pas le plus beau, mais avec une efficacité gestuelle, avec de la détente, du relâchement. J'aime comme le corps se façonne quand je modifie quelques réglages sur le vélo. Et du coup, voilà, j'ai enfoncé plusieurs portes. Et au cours de cette première année de reconversion en 2011, j'ai même enfoncé une porte de l'équilibre alimentaire. J'ai eu une opportunité professionnelle de m'associer avec un fabricant français. Ça m'a beaucoup plu, les solutions qu'il proposait dans le rééquilibrage, dans la nutrition santé, tout ça. Et donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et puis, je vais te dire qu'après 10 ans, les choses qui me plaisent le plus, c'est pas d'être entraîneur de l'autre côté de la barrière. J'aime pas trop vivre la vie de sportif par procuration. J'aime pas ça. Voilà, je pense qu'il y a des très bons entraîneurs, mais c'est pas pour moi. Et donc je fais de l'ergonomie et je me suis spécialisé donc dans le domaine de la nutrition santé et l'équilibre alimentaire à la maison médicale du sport. Sur la partie ergonomie, c'est ce qu'on appelle le bike fitting en fait. Exactement. Comment ça fonctionne? Tiens, prenons quelques minutes pour que tu nous expliques comment c'est. On vient comment déjà quand on veut te voir avec son vélo, habillé comment, c'est une séance, 2 séances, 10 séances, on vient avec sa trousse à outils pour régler notre vélo. Comment ça se passe, Francky? Non, tu vas voir, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup que le cycliste vienne déjà avec son vélo, puisque moi, je fais pas des calculs théoriques tarabiscotés avec des cosinus, des tangentes, des trucs qui sont beaux dans des tableurs Excel et qui te donnent une position théorique. Moi, je veux voir le cycliste sur son vélo. C'est pas toujours le cas parce qu'il y en a qui veulent acheter un vélo, qui veulent se mettre en vélo. Donc là, c'est autre chose, mais ça, c'est plutôt rare. C'est comme Olivier, t'es cycliste. Tu dis voilà, moi, je prépare de l'ultra-endurance. Je veux vraiment être au top. L'objectif pour moi, c'est éviter la blessure tout en étant hyper confortable pendant des heures et des dizaines d'heures de vélo. Ok, je connais ton objectif. Je vois ton vélo. Et moi, j'appelle ça l'ergonomie cycliste globale, ECG, comme électrocardiogramme. Parce que le but, c'est comme améliorer l'ergonomie d'un poste de travail, améliorer l'ergonomie d'un volant et d'un cockpit d'une voiture ou d'un avion. Moi, je vais jouer sur le vélo surtout. Parce que des fois, on connaît bien ça, je vais te prendre un exemple, mais on se sent un petit peu trop loin du guidon. Donc la première chose qu'on fait, c'est on avance la selle. Sauf que quand on avance la selle, en effet, on se rapproche du guidon, mais on modifie complètement la position de son bassin par rapport au pédalier. Donc on va se retrouver déporté sur l'avant, on va se retrouver lourd sur les mains, on va avoir mal au cou, on comprend pas, alors on remonte la potence, et puis on est vachement haut perché, moi j'appelle ça en chapiteau, on a avancé la selle, on a monté la selle pour avoir les jambes suffisamment tendues avec un coef de 0,885 trouvé sur internet, une potence comme ça parce qu'on a mal au cou, et finalement on n'est pas efficace, on a mal au dos, on prend plein le vent. Voilà, donc moi
je dis ergonomie cycliste globale parce que la personne vient avec son vélo, ses chaussures, et je vais la prendre en charge de manière globale sur son vélo pour régler les cales, régler la selle, choisir la selle. Il y a le recul, il y a l'inclinaison, il y a la hauteur, il y a le guidon pour être bien sur le vélo. Et après, il y a une petite temps d'adaptation, évidemment, puisque les muscles travaillent un petit peu différemment. Mais le but, c'est vraiment de préserver l'intégrité du cycliste et d'orienter un peu la position vers de la performance. Parce que si Olivier, toi, t'es capable de peut-être tenir 300 watts pendant plusieurs heures, eh bien, selon ta pratique, tu vas pas avoir la même position si demain, tu te mets à faire du triathlon, etc. et que je vais te positionner sur un VTT. Donc finalement, une position, elle est jamais définitive, elle est jamais parfaite. Et ma position entre l'hiver ou une période de coupure ou de blessure et puis une période intensive en pleine saison où le corps il se façonne un petit peu au pédalage, bah la position elle peut évoluer. Et finalement, bon, j'imagine que chaque personne aura une configuration différente sur un même vélo. Exactement. Moi, typiquement, c'est vrai que depuis que je fais du VTT, donc il y a déjà 5 ans, j'ai tendance à systématiquement pencher ma selle donc vers l'avant. Donc je pense que les normes UCI c'est 17 degrés, il me semble. Tu pourras peut-être me corriger si je me trompe. Ouais, en VTT, tu fais ce que tu veux. Mais donc en VTT, effectivement, j'ai commencé à faire ça, mais je le fais aussi aujourd'hui sur route. Et tout ça pour dire que voilà, moi, ça fait 5 ans, peu importe la discipline, systématiquement, j'ai ma selle qui est penchée vers l'avant. Et mais c'est assez fort. Je suis presque je pense que je suis à 19 degrés, il me semble. J'avais fait le calcul à peu près. Et pourquoi tu fais ça? Parce que t'as des paresthésies? Je sens que la position est plus agressive sur le vélo et que je me sens finalement plus à l'aise comme ça, parce que je suis beaucoup plus penché sur mon vélo. Et voilà, c'est quelque chose. Alors, faudra peut-être que je fasse effectivement l'étude posturale. Je viendrai te rendre visite à l'occasion. Mais donc c'est vrai que et c'est quelque chose qui peut être très curieux parce que je remarque que je vois très peu de cyclistes finalement qui font ça. Mais pourtant, moi, c'est ce qui me convient. Alors c'est possible. Hein, tu rentres peut-être pas dans les valeurs moyennes. Cependant, généralement, quand on fait ça, c'est qu'on s'est habitué à une hauteur de selle importante. Le bassin, étant donné qu'il bascule un petit peu plus en antéversion, on va appuyer un petit peu plus sur le bec de selle. On peut avoir des paresthésies, des corps caverneux, donc des endormissements, hein, des parties masculines ou féminines. Hein, c'est pareil dans les deux camps. Mais le problème de ça, c'est que t'es pas vraiment bien assis sur la selle. Et sur la durée, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un déplacement de ta gravité, de ton poids, vers les poignets. Et donc, si tu mets un prolongateur sur le longue distance, ça va aller. Mais si t'es sur les mains, tu risques d'avoir des problèmes au niveau du canal carpien, des problèmes au niveau des trapèzes, au niveau du cou, parce que t'es pas suffisamment assis sur le vélo. Donc, à mon avis, c'est que t'as pas peut-être trouvé, même si une selle peut être légèrement inclinée de 1 ou 2 degrés vers l'avant, hein, pour être bien calé sur les ischions, t'as peut-être pas trouvé la selle qui te convenait bien en termes de largeur, en termes de forme. Moi, je suis un peu contre les selles plates parce qu'on n'a pas le cul plat. Excusez-moi, mesdames, mais on a comme vous des belles rondeurs et donc il faut être bien calé sur la selle. Aujourd'hui, on revient enfin à des selles qui me semblent tout à fait logiques, c'est-à-dire un croissant arrière plus large avec une belle rondeur, creusée, voire ajourée au milieu, pour être vraiment assis, quoi. T'as besoin d'être plus posé sur tes fesses tout en étant efficace que de porter sur tes mains, je pense, hein, par rapport à ta pratique. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que c'est une position qui me convient effectivement pour le type d'effort que je fais aujourd'hui. C'est vrai que pour l'instant, ces dernières années, j'étais plutôt sur du VTT ou sur du vélo, sans pour autant aller dans des très longues distances. Donc voilà, c'est vrai que là cette année typiquement je serai un peu plus sur de l'ultra, donc effectivement ce sera peut-être quelque chose que je vais devoir revoir effectivement avant mon départ. Il faut vraiment que tu sois bien assis. Voilà. Moi je dis souvent en ergonomie il y a 3 points d'appui, il faut trouver l'équilibre sur ces 3 points d'appui. Les pieds, le bassin, tout par-delà. Tu parles avec un ostéo, tu parles avec un golfeur, tu parles avec un footballeur, tu parles avec un boxeur, tout part du bassin. Une bonne patate d'un boxeur, ça part pas du poing, ça part pas du biceps, ça part du bassin, quoi. Et en vélo, c'est pareil. Le mouvement, quand tu vois un mec qui est bien posé sur son vélo, c'est pas des cuisses qu'il a, c'est des hanches. Il a un bassin, il est gainé, il est relax entre le haut et le bas du corps et ça enroule, quoi. Il est capable de pousser, de tirer, d'enrouler. Et c'est pas juste parce qu'il sait bien pédaler, c'est avant tout parce qu'il est bien sur un vélo. Moi, j'ai vu l'étoile de Bessèges avec le chrono dimanche. Bah, tu vois que t'en as qui ont passé un petit peu de temps à réfléchir sur leur position
sur le chrono. Et puis t'en as d'autres, ils l'ont récupéré le matin, ils ont mis 2-3 coups de clé BTR parce que ils sont plutôt sprinters, parce qu'ils s'en foutent quoi. Et ils passent à côté d'une bonne expérience. Moi, j'adore vraiment. Je pense que je m'en suis fait une spécialité. Autant je vois pas beaucoup de cyclocrossman, il y en a peut-être beaucoup plus en Belgique, mais j'en vois pas beaucoup. Je vois pas beaucoup de pistards, mais je vois beaucoup de triathlètes de par mon passé. Et je prends un malin plaisir à placer des gens sur des vélos à 10-15 000 euros et vraiment à avoir une expérience parce que waouh, ils se disent mais je suis dans mon cockpit quoi, je suis dans mon canapé en haut et mes jambes et voilà, et je me sens bien et je sens que je vais vite. Voilà, et je cherche pas à avoir la tête en dessous du bassin et tout ça, mais aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui peut tenir la position 90-95% du temps, qui a pas besoin de se relever, se détendre, automatiquement sur la durée, il sera plus aéro, plus endurant, il ira plus s'entraîner le lendemain d'une séance difficile parce que il va pas avoir son vélo dans le garage comme un engin de torture, mais comme une source de plaisir. Et puis beaucoup plus efficace aussi finalement dans le mouvement, il y a moins de perte d'énergie. Voilà, la première heure, tout le monde est efficace, hein. Même 2 cm trop haut ou 2 cm trop bas, les 30 premiers kilomètres, tout le monde est efficace. Mais moi, je demande à voir, c'est la 3e ou 4e heure. Alors c'est marrant parce que tu nous dis ça, mais tu nous as dit aussi en introduction, en début de semaine, que t'es jamais monté sur la distance Ironman, et puis les quelques longs que t'as fait, notamment les France longue distance à Belfort, t'as pas forcément pris du plaisir, donc tu prends un malin plaisir à bien positionner les gens pour qu'ils s'éclatent et qu'ils prennent du plaisir et qu'ils performent sur du long, mais c'était pas ta tasse de thé à toi. Bah non. Mais tu sais, je suis pas là pour décider des objectifs d'Olivier ou des tiens. Voilà, moi demain tu me dis je vais faire du backpacking, demain tu me dis Francky, je veux rentrer en équipe nationale du Luxembourg des Masters 40-45 ans en triathlon sur Xterra ou sur courte distance, c'est ton objectif. Moi je vais me débrouiller avec ton vélo et je vais faire de toi une bête de guerre sur ton vélo. Bon, il faudra moi aussi que je passe te voir parce que j'ai essayé d'arrêter le triathlon. Hein. On peut toujours pas mettre les roulettes en compétition, donc je tombe trop souvent, ma femme m'a demandé d'arrêter. Petite séance technique. Si t'as encore 5 minutes, j'aimerais juste qu'on voit rapidement les différences au niveau de l'entraînement entre le triathlon sur route et le triathlon Xterra. Donc au-delà de la différence du matériel, tu l'as dit, hein, ça se joue principalement sur le vélo pour la partie cycliste et sur les chaussures pour la partie course à pied. Mais justement en termes d'entraînement, comment est-ce qu'on travaille les transitions? Comment est-ce qu'on travaille la différence de terrain? Alors je te dirais en natation, rien ne change. Peut-être moi j'aimais bien quand même de travailler, mine de rien, c'est pas grand-chose, mais les sorties à l'australienne. Parce que quand des fois tu nages 750 mètres, tu cours 50 mètres dans le sable, tu sais sortir de la plage, tu prends les vagues, tu remontes sur la plage, tu redescends. Wow, ça te coupe bien les jambes. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa quand t'es au beau jour de pouvoir t'entraîner en milieu naturel à performer sur cette partie-là. Après, la clé sur Xterra, c'est de pratiquer le VTT. Parce que si t'es capable de descendre vite, si t'es capable de changer tes vitesses au bon endroit, juste sur un virage à droite où tu passes du plat à une pente à 25 ou 30 degrés, si t'es capable de lire le terrain, il faut pratiquer le VTT. Et tu peux pas dire je suis très très fort sur route, j'envoie des watts, ma PMA est bonne, ma FTP est bonne, mon temps de soutien est bon. Ouais, c'est super, mais il faut pratiquer. Je pense que tu prends les Julien Absalon, les Nino Shorter, ils font pas que de la route et ils s'entraînent pas que sur Zwift. Moi, j'ai fait beaucoup de Zwift pendant les confinements. Quand je reviens en VTT dans la gadoue, je suis un peu maladroit au début. À mon niveau, mais je suis maladroit. J'ai pas la glisse, j'ai pas le bon dosage du freinage. Il faut vraiment faire corps avec le vélo encore plus que sur le triathlon, que sur la route, je pense. Après, quelqu'un qui fait du triathlon sur route sur un prolongateur, sur un vélo de chrono, il a besoin d'habituer ses muscles à cette posture-là. Et c'est pas la même. Même si tu as une bonne condition physique, il faut que tu habitues ton corps un petit peu à la posture. Alors le VTT, il y a la posture, mais il y a surtout la lecture du terrain, le bon choix des pneus, la pression des pneus, le réglage des suspensions parfois. Moi, je faisais préparer mes suspensions, j'ajustais beaucoup ma pression. J'ai tendance à rouler plutôt sous-gonflé que sur-gonflé pour avoir un grip d'enfer. Ce qui m'a valu aussi quelques crevaisons. C'est le risque, un peu comme en cyclocross où on connaît bien ça en Belgique et en Luxembourg ou dans le nord de la France, mais il faut rouler presque à plat, à boyau, pour avoir du grip. Et donc les spécificités, c'est déjà de pratiquer le trail, les montées, les descentes. Il s'agit pas de faire que de la piste, même si ça sert. Pour moi, ça fait partie des fondamentaux, mais il y a le côté spécifique du Xterra. Donc moi, je faisais beaucoup de travail en descente, beaucoup de travail en montée, des montées-descentes, des enchaînements comme ça,
pour voilà, le débutant, il va avoir des pointes de côté, notamment parce qu'il est tout le temps en train de changer de rythme, tout le temps en train de changer la longueur de sa foulée. Les secousses dans les descentes, ça sollicite pas mal la sphère digestive. La respiration peut être un petit peu coupée, le sternum peut un peu remonter avec le diaphragme. Donc finalement, il y a ce côté spécifique du terrain et de la discipline. Et puis sinon la gestion de l'effort, c'est à peu près pareil. Gérer un petit peu le matériel, parce que tu perds beaucoup de temps quand même quand tu crèves, quand tu passes les vitesses en force, tu peux casser ta chaîne. C'est des trucs on n'y pense pas trop sur la route, parce que sur un triathlon en chrono, tu penses à boire toutes les 10 minutes. Tu es même obligé de mettre ton chronomètre parce que tu t'ennuies à mourir. Alors que en Xterra, t'es dans le feu de l'action, quoi. T'es en train de lire le terrain, t'es en train de prendre une meilleure trajectoire que l'autre, voilà. Et t'es vraiment plus face à toi-même, je trouve, tout en ayant la compétition et la proximité avec les autres, qui est un petit peu moins, je trouve, sur mon ressenti de l'extérieur, parce que j'ai pas vécu un Ironman de l'intérieur. Et donc, ça veut dire que alors le vélo, donc sur Swift ou sur route, forcément, ce sera intéressant en tant qu'entraînement croisé pour l'Xterra. Est-ce qu'on peut dire l'inverse aussi, c'est-à-dire, est-ce que toi tu recommandes pour quelqu'un qui ferait du triathlon classique, on va dire, donc sur route, est-ce que tu lui recommanderais de faire du cross également? Je recommanderais. Au moins, peut-être l'hiver. Moi, je pense qu'il faut mettre de la variété dans l'entraînement. Moi, quand j'étais à Gap, à la montagne, on faisait du ski de fond, on faisait du ski de rando, on faisait de la raquette. Voilà, parce que y en a qui jurent que par le vélo de route, ils font du vélo de route, donc ils veulent faire du vélo de route. C'est comme aujourd'hui d'aller en salle, d'aller faire du renforcement musculaire, d'aller faire des exercices de type un petit peu crossfit, poids de corps, explosivité. Et à un moment donné, ouais, on peut aimer le triathlon pour ces 3 disciplines et ne pratiquer que ces 3 disciplines. Moi, je crois plutôt au plaisir d'aller chercher justement une expérience du corps, parce que tu vas travailler la proprioception, parce que tu vas travailler ta coordination, tu vas prendre plus de plaisir à varier. Et donc, il y en a plein qui sont maladroits, qui sont très forts en vélo, mais ils sont des piètres descendeurs. Je pense qu'à force de pratiquer le VTT et de même se dire non, mais je suis trop mauvais en descente, faut que j'arrive à progresser. Et il y en a qui se disent, non, c'est fichu, j'ai 43 ans, c'est mort. Moi, aujourd'hui, quand je fais du VTT, je me dis, essaye d'être propre, freine pas, combien de fois t'as freiné dans la descente, essaye de t'appliquer. Je suis toujours dans une quête, finalement, de m'améliorer. Même si aujourd'hui, je ne peux que régresser, finalement, par rapport au niveau que j'avais avant. Mais c'est cette envie d'apprendre, de découvrir. Par exemple, j'aime pas trop les sauts, les grosses marches à sauter avec des réceptions en descente, je suis pas trop à l'aise. De temps en temps, ça vaut le coup d'aller avec les gamins qui ont 15 ans, parce que ils baissent la selle, ils se jettent, ils ont pas peur, ils ont pas cette notion du danger, ils ont un petit peu cette insouciance. Et tu te rends compte que ouais, ça fait du bien d'y aller, quoi. Parce que en vieillissant, tu te dis non, je vais descendre à pied avec le vélo sur l'épaule. Attends, t'es pas une fiotte, il faut le faire. Et les gamins, ils le font, là, regarde, fais-le. Alors des fois, t'es un petit peu en situation de refus. Mais il y a un moment donné, il y a toujours une prise de risque, mais mesurée. Évidemment, aujourd'hui, je suis pas barjot comme plus jeune, mais je pense qu'il faut sans cesse essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort et de se dire, je suis mauvais en descente, je vais essayer de progresser déjà par rapport à moi. Voilà. Et oui, tu auras toujours meilleur que soi. Parce que c'est vrai que, pour rejoindre ce que tu dis, on voit aussi aujourd'hui pas mal de jeunes cyclistes. Je pense notamment à Wout van Aert ou au Van der Poel qui viennent du cyclocross, ou en tout cas qui ont toujours combiné route et cyclocross, et qui sont qui ont en tout cas qui performent aujourd'hui dans les 2 disciplines, et on voit effectivement qu'ils sont beaucoup plus à l'aise sur route par rapport à d'autres cyclistes qui peuvent effectivement dégager énormément de watts, mais qui par contre vont chuter plusieurs fois par saison même. Déjà, tu t'apprends à chuter, même si c'est jamais agréable. Je pense que quand t'as pas peur de la chute, il y a plein de cyclistes qui arrêtent ce sport-là par peur du contact. Ça roule tellement vite, ça frotte tellement, et je pense que le mec qui est un petit peu à l'aise sur le vélo, il va tomber moins souvent, il va avoir de meilleurs réflexes, et on le voit bien aujourd'hui avec le e-cycling et puis le vélo, c'est que on voit des gars qui sont très très forts à écraser les pédales, comme un rameur là qui est devenu champion du monde, je crois que c'est un mec qui fait de l'aviron.
Voilà, c'est des Golgoth les mecs, mais tu les mets dans un peloton, ils savent pas frotter, ils prennent pas un virage, ils pédalent comme sur Zwift, quoi. Donc c'est la particularité du VTT, c'est que c'est pas celui qui appuie le plus fort sur les pédales, même s'il faut être fort. Par contre, c'est une discipline où il y a une notion de technique, la gestion du matériel, la souplesse. Il faut pas juste débrancher le cerveau, il faut quand même savoir passer propre, quoi. Je suis pour, en tout cas dans le milieu du triathlon, l'hiver, le VTT. Dimanche, par exemple, on a fait quand même plus de 3 heures de VTT. Il faisait température moyenne 0, de la pluie, de la neige fondue. On serait allé sur la route, c'est hyper dangereux. On aurait eu froid, il aurait fallu serrer les fesses, alors qu'en VTT, on a eu chaud, on s'est bien marré, on a glissé, il y a eu quelques petites chutes légères et tout. On s'est bien marré, on n'a pas vu le temps passer et je pense qu'on a fait un très bon travail qualitatif sans prendre le risque de se faire une pizza sur la route ou de se faire balayer par une voiture. Je trouve que ce sera une très belle conclusion, Francky, pour cet épisode. C'est la sagesse et pour du vieux. De la semaine. C'est la sagesse du vieux. Allez, juste vraiment pour terminer définitivement cette série hebdomadaire, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, peut-être sur les réseaux, ou alors si on veut venir, si on veut prendre rendez-vous avec toi, est-ce qu'il y a une adresse internet, une adresse email où on peut te contacter? Ouais, une adresse mail, c'est très simple, c'est ergonomiecyclisteglobal@gmail.com. Et puis après, sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, Francky Batelier, FRNKY, c'est pas un surnom, mon surnom, c'est Croustibat pour les intimes. Croustibat qui peut te battre, vous connaissez les célèbres poissons panés. Parce que j'avais un cuissard pendant une année sponsorisé, c'était marqué Catch me if you can sur le cul, donc voilà, c'est resté comme ça. Croustibat, Batelier, voilà, Francky Batelier, BATELIER. Vous me retrouvez, un petit MP, un petit DM, ce que vous voulez. Généralement, je réponds assez rapidement, comme pour toi, Hermano, pour cette semaine de podcast. Super, merci beaucoup, Francky. On mettra de toute façon les infos dans les notes de l'épisode. Francky, c'était un plaisir en tout cas de faire ta connaissance et puis un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Passion partagée. Et puis, je passerai effectivement pour ma selle à l'occasion. Quand tu veux. Si tu passes, tu me prends dans les valises. Hein. Messieurs, merci beaucoup. Bonne continuation. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Salut, bon week-end. Ciao, prenez soin de vous. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.